Bonjour à tous, je souhaitais réaliser cette vidéo parce que ça fait 10 ans maintenant, quasiment jour pour jour, que j'ai arrêté de travailler dans mon cabinet de conseil pour devenir écrivain à plein temps. Et j'ai la chance de faire partie des rares écrivains qui peuvent vivre de leur plume. Donc voilà, mais ça n'a pas été facile et donc je voulais vous raconter dans cette vidéo globalement comment s'était passé ces 10 années, comment est-ce que j'avais construit ma carrière d'auteur. On dit souvent que dans les métiers artistiques, il faut trois qualités, du travail, du talent et de la chance. Vous allez voir en fait à certains moments de cette vidéo, à certains moments de ma carrière, que j'ai eu beaucoup de chance, que j'ai beaucoup travaillé et puis que j'espère j'ai du talent aussi. Je pense que chaque écrivain est convaincu qu'il a du talent, sinon il ne se lancerait pas dans ce métier. Voilà, donc c'est parti. Et tout commence en 2002 en fait, puisque je n'avais pas de piston, de connaissances dans le métier, personne de ma famille ne travaillait là-dedans. Donc j'ai fait comme beaucoup de gens et je me suis dit que j'allais commencer par le début et j'ai envoyé une nouvelle à un magazine, un fanzine. Mais comme j'étais déjà un branleur à l'époque, en fait, la nouvelle est arrivée trop tard. C'était une nouvelle qui parlait de vampires et j'ai eu un coup de fil qui m'a un petit peu surpris de la part d'une stagiaire qui était là à ce moment-là et qui m'a dit bah écoute, ton texte est arrivé trop tard, mais on l'a trouvé très sympa. Donc, est-ce que ça t'embête de me le laisser? Et si à jamais un jour je perce dans l'édition, j'aimerais bien faire en fait une anthologie sur les vampires, et donc ton texte serait dedans. Évidemment, bon, moi, il n'y avait aucun souci, hein, j'étais très content. Donc, j'ai dit oui, et j'ai complètement oublié ça. Et en fait, l'histoire reprend 5 ans plus tard, donc en 2007, où je suis contacté et où on me dit, en 2008, une anthologie va sortir sur les vampires et ton texte va être dedans. Donc en fait, la stagiaire de 2002 était devenue responsable éditoriale et avait tenu sa parole. Donc vous voyez déjà qu'il y a quand même une part de chance importante, déjà rien que dans le fait d'avoir eu cette ouverture. Donc c'était un petit texte dans une petite anthologie qui a pourtant très très bien marché parce que là, encore une fois, coup de chance, 2008 c'est le moment où tout le monde est dans la folie Twilight et donc évidemment une anthologie sur les vampires c'est quelque chose qui fonctionne très bien. Donc il y a eu beaucoup d'exemplaires vendus et c'était un début très sympathique. Donc on en revient à ma carrière. Donc comme j'ai dit, commence en 2012. Pourquoi? Parce que j'avais écrit un roman d'heroic fantasy et je ne savais pas comment le publier. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis dit, on n'est jamais mieux conseillé que par les gens qui sont déjà dans ce métier. Donc j'ai envoyé un mail à tous les gens qui avaient fait partie de cette anthologie de 2008 en leur disant, coucou, voilà, donc je faisais partie de cette anthologie, Olivier Guès, c'est moi, haha. J'ai écrit un roman d'heroic fantasy, est-ce que vous avez des conseils? Est-ce que vous savez où je peux l'envoyer? Est-ce que vous avez des mails, etc., etc. Et une personne m'a donné un contact d'une maison d'édition qui s'appelait Midgard Locomodo, qui était une toute petite maison d'édition qui se lançait, qui démarrait et qui avait besoin de texte. Donc j'ai envoyé mon texte a été accepté et on peut dire qu'effectivement ce roman qui deviendra Le Boucher et plus tard Les Épées de Glace, La Main de l'Empereur, a été le premier roman qui a été accepté. Voilà. Et là, il y a eu un grand tournant dans ma carrière. C'est que, dans ma carrière qui n'avait pas commencé, si vous avez bien suivi, puisque le roman n'était même pas encore sorti, c'est qu'en fait, les éditions Midgard étaient super lentes. Quand je dis super lentes, c'est qu'ils ont accepté mon roman fin 2010 et qu'il était prévu pour sortir septembre 2012. Donc moi qui étais impatient, j'ai demandé si je pouvais leur donner d'autres textes. Et là, ils m'ont dit, écoute, oui, mais on est en train de sortir un pôle policier, roman policier. Donc si jamais tu as un roman policier sous le coude, n'hésite pas à nous le présenter, comme ça il sortira beaucoup plus vite, puisque pour l'instant on n'en a pas. Donc, moi je travaillais encore, mais je me suis dit, c'est l'occasion, j'ai écrit un roman policier, je leur envoie, et là je me fais un peu trahir, puisqu'ils me disent, en fait entre temps on a eu d'autres textes, dont des gens qui sont un petit peu connus, donc désolé, ton texte est sûrement très bon, mais on le lira dans 1 an, dans 2 ans, et on te prendra dans 1 an, dans 2 ans. Et là j'étais pas très content. Et c'est la meilleure chose qui me soit jamais arrivée de ma vie, puisque du coup, comme j'étais pas très content, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai envoyé mon texte à plein d'autres maisons d'édition. Et là encore, on parle de chance, on parle de piston. J'ai eu de la chance parce qu'en fait, je connaissais une fille qui était en master d'édition à l'époque. Et donc, je lui ai demandé si elle avait des contacts. Donc, elle n'a pas pu m'aider, mais elle avait un ami qui, lui, avait fait un stage dans une maison d'édition. Et donc, ça m'a permis d'avoir un mail. Donc, voilà. C'est toujours important. Il faut se dire que les gens reçoivent des centaines, des milliers, quelquefois des plusieurs milliers de manuscrits par an.
Donc c'est toujours bien de réussir à avoir un mail, de réussir à avoir un contact, même si c'était effectivement de la part d'un stagiaire, merci Jihad pour ça, c'est toujours quelque chose qui vous permet d'avoir un petit avantage et qui vous permet d'être lu. Il faut savoir que beaucoup de manuscrits ne sont tout simplement pas lus, pas par manque de bonne volonté, mais juste parce que les gens n'ont pas le temps. Donc voilà, donc ça c'était vraiment quelque chose de chouette, ça m'a permis d'être lu. Et donc, gros tournant dans ma carrière, je suis contacté par les éditions du Masque. Donc là, pour le coup, ultra prestigieux. Enfin, c'est le truc, mes grands-parents, ils avaient tous les bouquins. Moi, je suis un grand fan, Agatha Christie, Ex Braya, etc. Donc, le truc incroyable, les couvertures jaunes. Ils me contactent et ils me disent, écoute, on prend ton roman. Avec un avaloir de 3000 euros, ce qui était déjà très très chouette à l'époque, pour un premier roman. Et en plus, on va te présenter à un prix qui est le prix du premier roman. Voilà, je leur dis, oui, mais j'ai un roman qui a déjà été accepté, mais qui n'était pas encore sorti. Donc théoriquement, si je sortais avant septembre 2012, ce roman au Masque était mon premier roman. C'est ce qui s'est passé. Ils ont prévu la sortie en avril 2012. Et il y a eu ce concours du premier roman. Et je l'ai obtenu. J'ai gagné. Voilà, donc en 2012, j'ai eu le prix du premier roman avec un jury dont le patron du jury était Jean-Christophe Granger. Et ça a été un moment exceptionnel de ma vie, ça a été génial, c'est-à-dire que j'ai commencé en haut de l'affiche, truc formidable. C'était à Beaune avec une visite des hospices, du vin à volonté. Alors c'était un peu de la confiture donnée au cochon parce que moi je suis plutôt Coca zéro, donc j'ai un peu honte. Mais c'était vraiment très très chouette. Et voilà, donc un démarrage en fanfare, on a vu, voilà, c'était un petit peu le tapis rouge, on a vu plein de films, parce que c'était à la base, il y avait un festival du film policier à ce moment-là, et un roman qui en fait était devenu un best-seller. Donc là encore une fois, il y a une part, j'espère, de talent, mais il y a eu une grosse part de chance, d'abord parce que le titre a beaucoup plu, les talents hauts rapprochent les filles du ciel, et du coup la presse féminine s'en est emparée, et j'ai eu beaucoup d'articles dans la presse féminine, ce qui m'a fait super plaisir et ce qui a bien mis en avant le livre, qui a été en fait le numéro 1 des ventes sur Amazon en numérique en 2012 et qui a très bien marché également au niveau papier. Donc voilà, donc ça c'était vraiment chouette, c'était une manière super de commencer une carrière. Et là vous vous dites, et voilà, de quoi est-ce qu'il me parle? Il a commencé avec un super roman, donc sa carrière était toute tracée. Pas du tout, parce qu'en fait, il y a une grande part de hasard, comme je disais, une part de chance, dans toutes les interactions, tous les romans qu'on fait. C'est pas parce qu'on a fait un best-seller qu'on va en refaire d'autres. Quand on est un Musso, Lévy, etc., et qu'on est tout en haut de l'affiche, peut-être qu'on est indéboulonnable, je sais pas. Mais à mon niveau, à moi, non. Donc mon deuxième roman a été une catastrophe. Une catastrophe. C'est en fait la suite du premier. Ils avaient mis un gros bandeau, comme ça avait cartonné, ils avaient mis un gros bandeau par l'auteur des Talents hauts rapprochés filles du ciel, le prix du premier roman, incroyable, etc. Et je crois qu'on a fait moins de 5000 exemplaires. Donc voilà, ouais, un bid un peu violent vu d'où venait le premier. Et c'est là que je me suis rendu compte, j'avais quitté mon métier, je pensais que j'allais en vivre, que ça allait être un peu plus compliqué que ce que j'avais prévu et que la vie d'auteur n'était pas juste jet set, champagne et mannequin. Donc voilà, petit coup à l'ego, parce que je vous parlais de la chance, le talent, le travail. Peut-être que j'ai pas assez travaillé ce livre, peut-être que j'étais pas assez, il était peut-être pas assez percutant, et puis effectivement, peut-être que j'ai manqué de chance, mais en tout cas, clairement, ça a mis un coup d'arrêt à ce moment-là là-dessus, et surtout mes espoirs de pouvoir m'acheter un yacht. Donc voilà, gros problème. Et moi qui m'étais dit, écoute, c'est facile la vie d'auteur, finalement, tu fais un roman, 2 romans éventuellement par an et tu vas réussir à bien en vivre, et ça s'est pas du tout passé comme ça. Du coup, je me suis dit, je vais construire ma carrière et je vais essayer de trouver des manières de gagner de l'argent tout en travaillant et tout en faisant ce que j'aime bien. Et là, coup de chance incroyable, j'ai la même amie, vous savez, je vous en ai parlé, qui était donc en master, qui m'appelle à Noël et qui me dit, écoute, j'ai un chat qui est en train de faire ses griffes sur le canapé, qui m'appelle à Noël et qui me dit, écoute, en fait, il me semble que tu as fait tes études aux États-Unis, il me semble que tu parles anglais, on a un gros problème, on a un traducteur qui est malade, et là, en fait, pendant la période de Noël, il n'y a personne de disponible. Est-ce que tu serais capable, au pied levé, en fait, de faire une traduction sur une licence pour la Bibliothèque verte? De mémoire, c'était Iron Man premier, parce que le premier Iron Man, en fait, c'était une traduction. Donc, oui, moi je dis, écoutez, pas de problème, je récupère ça, je le fais rapidement. J'ai travaillé avec eux, ça s'est très bien passé. Et du coup, petit à petit, ils ont commencé à me donner de plus en plus de textes.
Donc au début, il s'agissait de traductions qui ne sont pas très bien payées. Il faut être honnête, hein, dans ce milieu. J'étais à 17 euros le feuillet pour vous donner un chiffre concret. Mais bah, ça m'a permis d'avoir de l'expérience. J'ai travaillé en fait sur beaucoup de produits Marvel. J'ai fait Iron Man 1, Iron Man 2, Iron Man 3, le Captain America, le Soldat de l'hiver. Voilà, une dizaine de romans comme ça. Et petit à petit, en fait, on a commencé à me confier des choses un peu plus complexes. Pas que la traduction n'est pas complexe, mais je veux dire un peu plus complexe au niveau du produit fini. C'est-à-dire qu'on a commencé en fait à me proposer des adaptations. Donc les adaptations, c'est qu'en fait, vous avez un texte en anglais qui fait 200 pages, et en français, il faut qu'il en fasse 50, parce que vous rentrez dans une collection, quelque chose comme ça. Donc à partir de là, j'ai commencé à travailler par exemple sur la série Skylanders, et ce qui est déjà mieux rémunéré, et ce qui est super motivant, parce que c'est une série que j'ai adorée. On a fait, je crois, une quinzaine de romans là-dessus. Et c'était très très chouette, d'autant plus qu'à la fin il n'y avait plus du tout de romans anglais, mais ça marchait bien en France. Donc en fait, on en a imaginé à partir de juste quelques pages qui avaient été faites, de l'or qui avait été faite sur la série, des choses comme ça. Et donc c'était vraiment très 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 sympa. En parallèle, alors je vous disais que la presse féminine avait beaucoup aimé mon premier roman. Et là encore, j'ai eu un grand coup de chance, c'est qu'en fait, donc, je reçois plein d'articles de journaux qui sont envoyés par mes attachés de presse, donc des articles de journaux dans Elle, Marie-France, Marie-Claire, etc. Et en fait, parmi tous ces articles, donc c'est des articles qui parlaient de mes romans, mais en fait, je me suis rendu compte que dans un magazine, Cosmo en l'occurrence, en fait, j'avais des journalistes qui parlaient de mon livre, mais dans leurs articles à eux, c'est-à-dire qu'en fait, il y avait des articles sur, par exemple, les gens qui vous ennuient au quotidien, et ils parlaient des personnes qui l'empêchaient de terminer son roman d'Olivier Gay alors qu'elle était dans le métro. Donc voilà, moi ça m'a fait rire ce genre de choses, et donc j'ai envoyé un mail à la rédaction de Cosmo en disant bah voilà, ça me fait super plaisir, merci beaucoup de m'avoir cité dans votre magazine, désolé que des gens vous aient empêché de le lire, et si vous voulez je peux vous dédicacer un livre. Donc ça c'est super important en fait, les gens ils vous font un effort en fait pour vous mettre en avant, pour vous aider, c'est super important de les remercier parce que je veux dire ils n'étaient pas du tout obligés de le faire. Et en fait, du coup, les journalistes m'ont rappelé. Et notamment une journaliste, Sophie Enaf, m'a dit si ça te dit, on prend un verre ensemble, etc. Et on a discuté. Et là, elle m'a proposé de devenir la plume masculine en fait de Cosmo, qui est un magazine féminin, donc fait par les femmes pour les femmes, et dans lesquels en fait il n'y avait pas de plume masculine, à part pour une page qui s'appelle Parole d'homme chaque mois, et un article tous les ans dans le magazine d'avril ou mai. Où en fait c'est effectivement les hommes ont la parole, et donc c'est sur des sujets, voilà, j'ai fait des sujets assez sympas sur voilà, le truc le plus bizarre qui soit arrivé à votre pénis, enfin des machins comme ça. J'ai franchement adoré, c'était très sympa, c'était une super ambiance, mais vous voyez qu'en fait finalement cette carrière littéraire que moi j'imaginais vraiment tranquille, calme, et voilà, elle est partie un petit peu dans tous les sens avec des traductions, des articles de journaux, des choses comme ça, etc. etc. Donc voilà, nous sommes en 2013, j'ai des romans qui marchent pas super bien, par contre j'ai un petit à côté qui commence à être pas mal, puisque je commence à être connu dans le milieu pour faire des traductions, pour faire des adaptations et pour faire des articles de journaux. Donc finalement j'arrive à en vivre, mais c'est avec une grande partie d'alimentaire. Du coup là, fin 2013, mon troisième roman aux éditions du Masque sort, qui s'appelle Mes sucres du corps, qui marche beaucoup mieux. Donc c'est pas un best-seller, mais ça marche déjà beaucoup mieux. On était à 5 000 sur le premier, on est à 10 000 sur le deuxième, je veux dire, on est à 10 000 sur le troisième, donc ça commence à être pas dégueulasse. Et voilà, donc c'est déjà un petit peu rassurant pour moi. Et puis surtout, je me dis, je rencontre en salon en fait des lecteurs, des lectrices qui étaient ados. Et je me rends compte qu'ils sont vachement plus sympas à avoir en salon que les adultes. Les adultes comme nous, on est chiants, en fait, de manière générale. Il faut être honnête. On est super chiant. On va voir nos auteurs préférés, on raconte notre vie, et voilà. Et honnêtement, l'auteur, il s'en fout. Donc voilà. Alors que les ados, eux, ils sont à fond dans le bouquin. Ils ont des passages préférés, des passages qu'ils connaissent par cœur. Il y en a qui se déguisent en nos personnages, qui font du cosplay. Il y en a qui ont fait des fan art de nos personnages. Il y en a qui ont fait carrément des fanfictions en fait de nos personnages, dont certaines qui m'ont fait saigner les yeux. Et je me suis dit, mais c'est pour des gens comme ça qu'il faut que j'écrive. Donc je me suis lancé en jeunesse. Et j'ai commencé à écrire un cycle qui deviendra Le Noir et ma couleur, dont vous avez peut-être entendu parler, qui est sorti du coup en 2014 chez Rajo, 5 tomes, et qui pour le coup a très bien marché. Donc là, ça y est, je commençais à avoir une série adulte qui marchait pas trop mal, une série jeunesse qui marchait bien, et pas mal de choses à côté en termes d'adaptation, en termes de traduction, en termes de novélisation aussi, c'est-à-dire qu'on me demandait d'écrire des romans avec les personnages d'un autre univers qui ne m'appartenait pas.
Donc voilà, là ça commençait à être un petit peu sur des rails. 2014, je me dis, bon, bah c'est bien, ça marche bien, c'est cool, c'est pas mal, etc. Et bah, ça continue, je continue à faire des romans, donc des romans, voilà, je m'engueule avec certains éditeurs, je prends contact avec d'autres, on me propose pas mal de trucs, donc ça continue à avancer. Je me rends compte qu'en fait mon quatrième roman policier n'a pas très bien marché, donc alors qu'en jeunesse ça continue à cartonner, donc je commence à arrêter les romans policiers, et en parallèle, bah, nouveau coup de chance. Vous vous rappelez de mon premier roman, enfin du coup mon deuxième roman, qui s'appelait Le Boucher, avec sa suite La Servante, qui était sortie dans une toute petite maison d'édition, qui n'avait pas de gros moyens, etc. Et ben en fait, ils ont été repérés par Brajlon, qui est la plus grosse maison d'édition en fait du secteur fantasy. Donc, eh ben, ils me contactent, on discute au salon du livre de Genève, de mémoire, et, ben, ils lisent le bouquin et ils me disent ok, écoute Banco, on le prend, mais comme il est déjà sorti en grand format, on va le sortir en intégrale. Voilà, il va juste sortir en intégrale. Moi je dis ok, mais j'avais été un peu échaudé par les couvertures que j'avais eues chez Rajo pour Le Noir et ma couleur. Donc je leur dis ok, mais si c'est le cas, moi j'ai une exigence, c'est je veux Magali Villeneuve au dessin, parce que c'est quelqu'un que j'admire beaucoup et dont j'aime beaucoup les dessins. Ils me disent ok, elle a déjà travaillé pour Brajlon, pas de problème, tu pourras travailler avec Magali Villeneuve. Donc là, moi, super content. Et l'intégrale est magnifique. Mais juste magnifique en fait. C'est l'intégrale des Épées de glace. C'est pour moi c'est un des plus beaux bouquins, si ce n'est le plus beau bouquin en termes esthétiques qui soit dans ma bibliothèque, enfin parmi les romans que j'ai écrits. Et du coup, bah, en fait, à Noël, ça fait un carton. Le truc auquel on s'attendait pas, parce qu'en fait, le livre était déjà sorti avant, on n'avait pas fait plus de pub que ça dessus, etc. Mais en fait, rien que par la beauté de la couverture, moi j'ai des gens qui l'ont acheté, qui ont dit, bah, écoute, je lis pas de fantasy, je l'ai acheté pour le dessin de Magali Villeneuve. D'autres qui disent, bah, je lis pas de fantasy, mais ça fera bien dans ma bibliothèque. Donc comme quoi, là encore une fois, il y a une part de chance, en tout cas, il y a une part d'esthétique qui a touché les gens. Et en fait, ce succès, très clairement, il y a une grande partie que je dois au côté packaging en fait du roman. Donc voilà, vous voyez que ça tient quelquefois vraiment à peu de choses, hein. J'ai des romans qui n'ont pas marché, à mon avis, en partie à cause de la couverture. J'ai des romans qui ont cartonné, à mon avis, en partie à cause de la couverture. Donc voilà, c'est là qu'on se dit qu'en fait, nous, en tant qu'écrivains, on est bien peu de choses. Donc voilà, on arrive en 2016-2017, ça commence à être pas mal. J'ai des romans d'Heroic Fantasy qui marchent bien. Du coup, les épées de glace ressortent en poche, ressortent avec des formats à petit prix. Du coup, je décide de faire une préquelle qui va s'appeler La main de l'empereur et qui marche aussi très bien. En jeunesse, du coup, je vais dans la maison d'édition jeunesse de Brajlon qui s'appelle Castelmore et je fais une série qui s'appelle La magie de Paris qui marche correctement. Et qui, du coup, est reprise par France Loisirs derrière. Il y a des traductions d'autres romans, etc. Donc voilà, ça commence à rouler. C'est-à-dire que là, maintenant, ça fait 6 ans que je commence à faire ce métier et je me rends compte que tout commence à être bien, à avancer, à avoir du succès. Donc ça, c'est super chouette. Puis surtout c'est grâce à vous. C'est-à-dire que je me rends compte qu'en fait, tous les salons que je fais, je commence à revoir les mêmes personnes. Et ça, c'est super important. Au début, moi je dis ça aux auteurs qui veulent se lancer, faites des salons, c'est super important. Moi au début, le boucher, j'étais pas connu, je faisais de ma vente à la criée. Et c'est comme ça qu'on rencontre des gens. Et c'est super important parce que vous allez avoir en fait des gens qui vont vous suivre de salon en salon, qui vont s'intéresser à votre vie, qui vont s'intéresser à vous, qui vont s'intéresser à vos romans. Et puis finalement, c'est pour vous qu'on écrit. C'est-à-dire que tout le plaisir qu'on a de l'écriture, il vient finalement des retours qu'on a des lecteurs, les gens qui vont encore une fois se déguiser comme des personnages, qui vont connaître par cœur certaines choses comme ça. Et voilà. Donc tout ça, ça me faisait vraiment, vraiment, vraiment chaud au cœur. Donc il y a plein, à l'époque je faisais des salons, mais quand on dit qu'en fait écrivain c'est un métier solitaire, c'est faux. L'écriture en elle-même, elle peut être solitaire, mais sinon vous allez voir vos éditeurs, vous allez voir les attachés de presse, vous allez voir les journalistes, vous allez voir les gens de la radio, de la télé, vous allez voir les gens des salons, les organisateurs des salons, et vous allez voir les libraires, vous allez voir les représ qui effectivement présentent votre livre aux libraires. Et puis vous allez évidemment rencontrer les lecteurs, et ça vous allez en rencontrer plein, et puis vous allez faire éventuellement des interventions scolaires, et rencontrer des élèves, des étudiants, des écoliers. Donc finalement c'est pas du tout un métier solitaire, et c'est un métier qui déjà de base est pas facile, qui sera encore plus difficile si vous avez une phobie sociale, parce que c'est très très important d'aller au contact des gens. Donc pour en revenir, j'ai fait une petite digression, mais pour en revenir à mon histoire, 2016, 2017, ça se passe très bien, voilà. Et là, hop, 2018, il se passe deux choses de plus. On me demande en fait donc ça c'est un gros coup de chance énorme. C'est qu'en fait je travaille sur le livre Bibliothèque verte Astérix, et donc je signe une clause de confidentialité. Ça se passe très bien.
Et là, tout d'un coup, j'ai un appel des éditions Albert René, qui me disent, bah écoute, voilà, en fait, on cherche quelqu'un pour faire une adaptation en BD du film d'Alexandre Astier, et voilà, avec Albert Uderzo, etc. Et ce sera Fabrice Tarin qui ferait les dessins. Est-ce que tu voudrais bien faire les textes? Donc moi je dis bah oui, oui, bien sûr, bien sûr, monsieur, bien sûr, maître, pas de problème. Mais pourquoi vous avez pensé à moi? Et en fait, c'est le fait d'avoir travaillé sur le livre Astérix en bibliothèque verte qui les a fait penser à moi. On m'a recommandé en interne, on a dit que mon boulot était bien, et en plus j'avais signé cette clause de confidentialité alors qu'ils avaient un temps très court. Donc là encore une fois, il y a eu beaucoup de travail, parce que c'est ça qui m'a permis de m'imposer chez Hachette là-dessus. Il y a eu, j'espère, du talent parce qu'ils étaient contents de ce que j'avais fait, mais il y a quand même eu beaucoup de chance parce que en fait ils étaient limités par les délais et cette clause de confidentialité faisait que j'étais disponible beaucoup plus vite, que j'avais déjà fait mes preuves et que donc ils pouvaient me mettre le pied à l'étrier directement. Et donc, boum, 2018, j'annonce une BD Astérix. Donc là quand même, c'est chouette, quoi. C'est quand même chouette. En parallèle, je fais des livres dont on est le roi avec Albin Michel. Je commence à travailler en fait avec plein de maisons d'édition. Je sors un roman chez Gallimard Jeunesse. Voilà, donc il y a vraiment beaucoup de maisons d'édition avec lesquelles je travaille. C'est super intéressant en fait d'avoir toutes ces énergies qui se rencontrent. Et là, dernière étape, pour vous dire qu'en fait, il faut vraiment rester ouvert à toutes les opportunités. La dernière étape, c'est qu'évidemment, c'est la bande dessinée. Là, je vous en parlais avec Astérix, mais c'était un album illustré. En fait, je suis contacté par Christophe Arleston, ou plus précisément par Audrey, qui avait bien aimé mon livre et qui me disent est-ce que tu voudrais faire quelques petits articles pour Landfust Mag, qui existait encore à l'époque. Évidemment, Landfust Mag, moi, Landfust, c'est toute ma jeunesse. Moi, c'est des trucs que j'ai adorés. Ne le dites pas à Christophe, parce que si je lui dis que c'est toute ma jeunesse, il va se prendre un coup de vieux. Mais voilà, moi, c'était une opportunité en or. Je dis, mais bien sûr. Et du coup, je fais toute une histoire dont on est le héros dans le Landfust Mag, avec des fins ouvertes où les lecteurs peuvent répondre et choisir la suite. Je travaille avec Rebecca Morse, en fait, qui fait des super dessins en tant qu'illustratrice. Et du coup, je baigne dans ce milieu, donc forcément... Et à un moment, on me propose et on me dit est-ce que tu voudrais faire des BD avec nous en tant que scénariste? Et moi, c'est un truc dont j'ai toujours rêvé. Donc là, vous voyez qu'en fait, la carrière s'oriente plus finalement vers la BD. Et donc, je sors diverses BD là-dessus. Donc, il y a déjà 3 séries qui sont sorties, il y a 6 séries en cours. Donc, vous voyez que je suis assez. Je bosse pas mal. On parlait de travail, mais je bosse pas mal là-dessus. Mais voilà, il y a eu toute cette chance, toutes ces rencontres, etc. Donc je ne vais pas vous faire le coup d'Astérix Mission Cléopâtre en disant c'est d'abord des rencontres, etc. Mais en vrai, l'écriture c'est ça, c'est-à-dire que c'est très très dur, c'est même impossible globalement de réussir à vivre que de l'écriture d'un roman par an. Vous faites le calcul, globalement vous allez toucher 1 € par livre si tout se passe bien, et un livre moyen se vend à 400 exemplaires. Voilà. Si vous vendez bien, vous allez vendre à 5000, 6000 exemplaires, donc vous allez toucher 5000, 6000 € à l'année. Voilà, donc vous ne pouvez pas en vivre. Vous ne pouvez pas en vivre du tout. Et même si à un moment vous avez un gros succès, moi j'ai eu ça pour les Talons rapprochés filles du ciel, vous faites 20 000, 30 000, 40 000 exemplaires, ok, sur une année c'est super, mais comme vous pouvez le voir avec mon cas, c'est pas du tout une garantie d'un succès continu, puisqu'en fait, l'année d'après, j'ai fait un bide. Donc voilà, donc si vous voulez vivre dans l'écriture, il faut être prêt vraiment à vous rattraper à toutes les branches, tout en faisant quelque chose qui vous plaît. Évidemment, moi il y a plein de trucs que j'ai refusé, on m'a proposé de bosser pour la télé, et en fait ça ne m'intéressait pas, parce que il y a trop d'échelons, il y a trop de personnes en fait qui vont avoir leur mot à dire sur ce qu'il y a à faire, et je veux dire, moi à un moment j'ai pas de problème à avoir des retours d'éditeurs, j'ai pas de problème à avoir des retours de mon dessinateur maintenant que je fais de la BD, mais avoir le réal, l'assistant réal, le prod, voilà, tout ça qui s'en mêle, voilà, pour moi c'était trop. Donc voilà, il y a des trucs que j'ai refusés, on m'a proposé des collaborations avec des youtubeurs que j'ai refusés, voilà, je peux me permettre de refuser des choses. Mais il faut toujours être ouvert, il faut toujours être prêt aux opportunités. Vous voyez, moi j'ai commencé avec 0 piston, mais les pistons finalement je les ai construits, c'est-à-dire que y a des moments quand vous rencontrez des gens en salon, que ça se passe bien avec eux, et ils vont peut-être vous aider à un moment ou à un autre à placer un manuscrit, des choses comme ça, etc. Donc en fait, de plus en plus, l'écriture c'est aussi un métier social, enfin de sociabilité, pardon, je dis n'importe quoi. Et c'est super important en fait de rencontrer des gens, de discuter avec eux, sans faire le lèche-botte, parce que ça se voit tout de suite, hein, les gens qui ont vraiment envie de vendre quelque chose, etc. Mais juste en fait mécaniquement, vous allez en salon, du coup vous mangez avec des gens, il y en a que vous trouvez sympas, d'autres non, vous restez avec les gens que vous trouvez sympas, et puis en fait les gens que vous trouvez sympas, certains ils vont vous aider, certains vous allez les aider.
Et c'est aussi comme ça se construit une carrière. N'hésitez pas non plus en fait à profiter des grands coups de chance que vous apporte le destin. Les grands coups de chance, c'est effectivement comme Cosmo qui me propose de devenir leur plume, comme Astérix qui me tombe un peu tout cuit dans le bec alors que je m'y attendais absolument pas, qui a été une expérience phénoménale. Comme Assassin's Creed, Ubisoft en fait qui me propose de sortir un bouquin Assassin's Creed, ça c'était incroyable. Comme des licences en fait que je connaissais pas du tout, on me propose de travailler sur Bienvenue chez les Loud. Moi je me dis pourquoi pas, ça a l'air marrant, etc. Et puis en fait Bienvenue chez les Loud devient le dessin animé le plus regardé dans le monde en 2019. C'est assez impressionnant quand même. Du coup, les bouquins cartonnent. Comme ce partenariat que j'ai fait avec Frigiel sur les livres Frigiel et Fluffy. Je ne vais pas tout vous citer, mais en fait, il y a plein de partenariats, il y a plein de choses qu'on peut vous proposer. Ce qui est important, c'est de ne pas vous perdre. Donc de continuer à faire ce que vous voulez faire. Donc moi là en l'occurrence je fais des BD, j'ai un roman d'heroic fantasy que j'aimerais bien faire là-dessus, etc. Mais n'hésitez pas en fait à accepter tout ce qui se propose. Parce que c'est ça qui va petit à petit vous construire votre carrière, qui va montrer aux gens que vous êtes fiable, qui va montrer aux gens que vous êtes rapide, qui va montrer aux gens que vous êtes efficace et qui va vous permettre justement d'avoir des propositions qui vont tomber sans que vous ayez rien à faire. Donc ça c'est super. Et là ça fait donc mon premier vrai roman, si on exclut mon recueil de nouvelles, le premier vrai roman, il est sorti le 1er avril 2012, Les talons hauts rapprochés filles du ciel. Là, donc, on est en avril 2022. J'en suis à 240 romans, donc en 10 ans que j'ai écrit, sachant que certains, évidemment, sont pas très épais, puisque les bibliothèques vertes, ils font 35 000 signes à peu près. Mais quand même. Donc, ça demande beaucoup de travail, ça demande beaucoup d'implication. Mais voilà, c'est un métier génial. Et là, je reviens tout juste, genre il y a 3 jours, d'un salon, les Trolls et Légendes. Et je dis ça à chaque sortie de salon, mais c'est exceptionnel. C'est voir les gens qui font la queue pour vous, voir les gens qui ont adoré votre livre. C'est incroyable. C'est en fait, plus on touche de gens, plus il y a de gens qui lisent votre livre, plus on a des chances de toucher une corde sensible, quelque chose comme ça, etc. J'ai des gens qui m'ont dit que mes livres les avaient accompagnés à l'hôpital, des gens qui ont dit que c'était le premier livre qu'ils avaient lu de leur vie. J'ai fait des romans d'ailleurs adapté aux dyslexiques avec Rajo par exemple. Mais voilà, il y a toute cette optique-là. Donc c'est un métier exceptionnel, mais comme vous pouvez le voir, c'est un métier dans lequel il faut beaucoup travailler, c'est un métier dans lequel il y a beaucoup de contraintes. Et donc une carrière, ça se construit petit à petit avec toutes les opportunités, toutes les chances qu'on peut vous donner. Voilà, écoutez, c'était une petite rétrospective de ces 10 dernières années. J'espère que ça vous a plu. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire.